Ma vie avec Lila. Les jours passent. Nous rendons visite à Aimé. Quelle grande retrouvaille après 3 semaines! Il rit de la remorque et des coussins que je me suis installés à l'intérieur pour protéger mon corps rempli d'os. Je sculpte un joli marbre blanc que j'offre à Lila. Elle semble heureuse, rougit presque quand je lui dis que de ce marbre si pur, si parfait, ne pouvait sortir qu'une forme pour elle. Les semaines passent. Les arbres ont reverdi, mes courgettes sont superbes, il y a des feuilles partout aux branches. Après l'hiver que nous avons passé, bien souvent au coin du feu avec mon âme, c'est le renouveau. Pour ma jambe aussi, mon pied gauche a redécouvert progressivement le plaisir du contact avec la terre ferme, et après de la rééducation intensive et motivée, j'ai retrouvé ma mobilité. J'ai bientôt eu l'autorisation de monter à nouveau sur une bicyclette. Quel bonheur! Je dois faire attention dans les premiers temps, me limiter à des trajets assez brefs, mais même les courtes promenades dans les environs me ravissent. Bientôt, je m'aventure jusqu'à la ville. Lila m'accompagne parfois dans mes escapades nocturnes pour son plaisir, pour me pousser un peu aussi dans les côtes difficiles, car elle tient à mes jambes. Nous nous promenons en campagne, à la lueur de nos gros phares. Nous sillonnons les rues vides de la ville sous les lumières jaunes des lampadaires. Nous passons devant le petit cimetière sombre aux cyprès élevés, où Lila crie en agitant son timbre « Debout les morts !» Et je pouffe malgré moi à cet irrespect anonyme. Il ne fait de mal à personne. Je découvre que l'irrévérence et le tact ne sont pas toujours incompatibles. Celle qui me prodigue ses leçons en silence aimerait aussi exercer ses talents de vie à mes côtés, à la chaude lumière du jour. Mais c'est comme ça. Les mois passent. Le ventre de Danka s'est arrondi peu à peu jusqu'à ce qu'éclose le fruit qui mûrissait à l'intérieur. Un petit garçon prénommé Luna. Dès que la maman a le droit de sortir de la maternité, les parents viennent nous présenter le petit. Je trouve Luna franchement laid, mais je n'en dis rien. Afin de ne pas vexer mes amis par mon silence, je parviens à bredouiller devant cette apparition, certes miraculeuse, mais encore mal dégrossie, des borborigmes sibyllins. Le cœur n'y est pas. Lila, au contraire, à l'instant même où nous découvrons le nourrisson, s'exclame « Il te ressemble, Lolek, c'est fou !» Je pâlis, blâmant dans une indignation contenue le manque de tact de sa remarque, et, un peu fâché contre elle, je la fusille du regard. Je redoute la réaction de mon ami, plutôt pacifiste de nature, mais il y a des limites. Debout dans les étriers de mes certitudes monolithiques, je suis brutalement désarçonné quand Lolek, à cet affront, rosit du plaisir en murmurant à Lila « Ah oui, tu trouves aussi ?» La nuit même, je note l'observation dans mon cahier. Ainsi, j'évolue un peu socialement, confronté à des événements d'un genre nouveau, au comportement des amis dans des contextes inédits. La joie des nouveaux géniteurs se part de côté contagieux, tant et si bien que, ramolli, je tombe dans le panneau. Lila réussit à me traîner par 3 fois chez eux pour dîner. Je découvre donc la maison de Lolek et Danka, copie conforme de celle de leurs voisins, et de celle des voisins, et ainsi de suite, à perte de vue. J'en viens à me demander comment procèdent mes amis pour retrouver leur domicile. Comptent-ils leurs pas depuis le début de la rue? Y a-t-il un avertisseur sonore dans leur automobile se mettant en marche à l'approche de la maison? Une sorte de compteur Gégère? Intérieurement, je ne peux pas me prononcer sur la similitude des lieux, vu que je ne suis pas allé dîner chez les voisins. Chez mes amis, on peut voir un téléviseur gigantesque presque toujours en marche. Il ressemble à l'écran du cinéma où j'allais quand j'étais petit. Juste en face, un grand canapé très confortable. Je découvre aussi une bibliothèque bien remplie sur laquelle je me tords le cou avec envie. Pour le reste, leur intérieur ressemble pas mal à chez moi, en plus neuf, plus grand, plus aéré. Un soir de printemps, après un bon repas chez Lolek et Danka, nous décidons de rentrer à pied jusqu'à chez moi, le vélo à la main. La nuit nous gratifie d'une douceur sans nom, et nous parlons beaucoup avec Lila, déambulant d'un pas qui traîne pour faire durer la soirée. Elle se déclare heureuse de faire un bout de chemin à côté de moi, dans la vie, je veux dire.
Sa déclaration embrase mon être d'une foule de feux de joie. Bien sûr, je partage ces impressions en beaucoup plus fort, mais la langue française, en dépit de sa grande richesse, n'a pas encore inventé de mots assez intenses pour exprimer ce qui se passe à l'intérieur, où je ne les connais pas. Je crois pourtant que j'arrive à le lui dire, grâce à des mots tacites que je fabrique. Quand vient l'été, on ne peut plus aller chez nos amis parce qu'il fait jour tard, et vous connaissez la suite. L'Oleg propose de venir me chercher en voiture, mais je refuse. Je n'aime pas les automobiles. Je sens que mes traits de caractère en segment commencent à taper de plus en plus sur les nerfs de Lila. J'ai beau lui opposer le fait que nous sommes déjà allés manger là-bas, que j'ai fait des efforts, qu'elle savait au début comment j'étais, qu'elle ne peut pas me retourner comme un gant de façon irréversible et perpétuelle, rien n'y fait. Elle se renfrogne, bougonne, se retient d'en dire plus. Quand on tombe amoureux de quelqu'un, me dit-elle un jour d'agacement, on ne le prend pas avec ses défauts, mais malgré ses défauts. Par rancunière, s'adaptant sans cesse aux événements, elle finit toujours par se radoucir. Les lendemains, la crise semble s'être tarie. Bien sûr, ce n'est qu'une illusion, car une crise de couple, je l'apprends, ne fait jamais que passer. Elle sème sournoisement quelques graines plus virulentes, d'une vivacité impressionnante, qui n'attendent pour se développer que les irrigations des tensions à venir. Nos journées se suivent et se ressemblent. Parfois Lila est avec moi, parfois non. Quand nous passons la nuit tous les deux, nous petit déjeunons ensemble, en parlant beaucoup, puis je fais la vaisselle pendant que Lila débarrasse la table. Elle consacre le reste de la matinée à composer de courts poèmes. Depuis peu, elle s'est mise au papier, par obligation. Son monde s'est considérablement limité, et toutes les feuilles de mon jardin sont à présent pleines d'encre, y compris les plus hautes. Lorsqu'elle a écrit un gros paquet de pages, que j'ai parfois le droit de lire, elle les déplace dans le jardin pour les coincer sous une grosse pierre. Les feuilles sont ainsi agitées par le vent, mouillées par la pluie, jaunies par le soleil, avant de retourner à la terre. Lila n'aime pas ce qui reste, elle est pour l'éphémère. Cela me fait très peur. Je ne peux pas m'empêcher d'appliquer chacune de ces réflexions à notre couple. C'est mon côté optimiste. Un matin d'humeur facétieuse, Mamuse a eu l'idée, aussitôt assouvie, de rédiger quelques élégies sur des coquilles d'escargots du jardin. Depuis, nous nous poilons en suivant leurs déplacements baveux et comme alourdis par la mélancolie des poésies qui traînent sur leur dos. Lila appelle ça de l'élégie satirique automobile à caractère traînant. Comme je consacre une grande partie de mon temps à la lecture, j'engrange des connaissances que j'ai toujours besoin de partager avec ma confidente. Je lui parle de mes auteurs préférés, j'aime les comparer, exprimer mon avis, lui retranscrire ce qu'au travers des romans j'ai appris de la vie aussi, et développer des théories personnelles, parfois alambiquées. Fidèle à elle-même, elle ne fait aucun effort pour retenir ce que je lui enseigne doctement, il restera ce qu'il restera, réprime parfois de petits sourires amusés, en conservant la politesse systématique de feindre l'intérêt, sauf quand je deviens franchement ennuyeux. Si Lila admire mon savoir, comme elle me l'avouera un soir, je sais qu'elle ne m'envie pas le moins du monde pour autant. La réciproque n'est pas vraie. Je m'émerveille toujours de sa façon d'être, son naturel, sa joie de vivre, son intelligence acérée, sa sociabilité, enfin, de tout ce qu'on n'apprend pas dans les livres et qui lui a été donné à la naissance. J'aime regarder évoluer Lila dans l'existence. Elle est un spectacle en elle-même, je vous jure. Comme je suis loin de posséder son don naturel pour la vie, j'accumule de la culture. Je comble le grand vide dont j'ai hérité par naissance. Et puis, il faut bien que nous cultivions chacun nos deux moitiés respectives. Quand Lila se contente de regarder pousser la sienne, je retourne sans cesse une terre compacte et récalcitrante. Un jour, elle décide sur un coup de tête de m'amener son chat dans une caisse en bois sanglée sur son porte-bagages. J'avais envie de te le présenter. Polo, Miloche, Miloche, Polo. Dès qu'elle ouvre la caisse, le chat détale pour aller visiter le jardin. Elle le surveille pour ne pas qu'il parte trop loin, le rappelant à l'ordre dès qu'il lui prend l'envie d'aller explorer le territoire voisin. À un moment, Lila l'appelle par son prénom et le chat court vers elle pour grimper directement sur ses genoux, comme un chien. Assise à la table, elle s'empare de ses pattes avant,
et Polo commence à marteler les touches d'un piano imaginaire, à danser du gospel, à jouer de la guitare dans l'air, à faire des exercices de gymnastique. Lila chante, mime la musique avec sa bouche, souffle comme une sportive, manipule le chat comme elle veut en dansant avec lui de la tête. Lui me regarde de ses yeux ronds pleins de pupilles en se laissant faire, se tournant parfois en prononçant des mots de chat à Lila qui continue, en miaulant à son tour, à lui faire enchaîner des accords imaginaires sur la table. Pendant ce temps, je me tords de rire devant ce numéro comique privé. J'en ai mal derrière la nuque. L'air concentré de Lila, la bouille ahurie quoiqu'habituée de Polo, tout est réuni pour créer un mélange burlesque digne des grandes comédies. Quand j'ai le chat entre les mains, je le caresse maladroitement avant qu'il n'aille vadrouiller, un brin ennuyé. Je sens bien que je n'ai rien de spectaculaire. Pendant des mois, donc, tandis que Lila écrit, se donne en représentation improvisée ou vadrouille, je fais comme avant. Je nourris mes poules, je répare mes vélos, je lis, je sculpte le marbre. Parfois, je sens Lila prête à exploser, et prise de liberté qu'elle est, lasse de mon absence d'imagination vitale. Je la sens prise entre deux feux, désireuse d'être avec moi, autant que de vivre une autre vie. Elle me le confirme un matin, au café. Je veux voir le monde extérieur. Pardon? Je veux explorer le monde. Tu n'es pas bien ici? Je m'ennuie. Mais tu sais, c'est dangereux dehors. Avant, je voyais beaucoup de gens. J'étais sans cesse en balade. Mais Lila, dehors tu risques ta vie à chaque pas. Les gens sont méchants, c'est la guerre partout. Il y a des voleurs, des violeurs, des pilleurs, de la violence à tous les coins de rue. Bon, ok, on laisse tomber les gens. Alors je veux voir le monde, la nature, la vie. Mais Lila, il y a du vent, des orages, trop de soleil, des cancers de la peau, des trous dans la couche d'ozone, des tsunamis partout. Comment feras-tu si tu ne peux pas t'abriter dans ma maison? C'est justement ça que je veux. Courir sous la pluie, transpirer sous la chaleur torride, saigner des pieds à force de marcher dans les cailloux. Vivre! Tu vas me quitter? Mais non, pas du tout. Ce serait simple si c'était ça. Je te dis salut, je retrouve ma liberté, je reprends mon indépendance. Je veux vraiment vivre tout ça avec toi. Mais on va être obligé de se montrer alors? Oui, parfois on va être obligé de se montrer, oui. La nature, je veux bien, je ferai des efforts. Mais pas les gens. Mais, Miloche, quand on se déplace, quand on va quelque part, il y a des gens. On n'est pas Adam et Ève, on est 7 milliards. Arrête, ça me panique de penser à ça. Dans ma maison, nous sommes les premiers hommes. Aimé, Lolek et Danka, ce sont un peu des anges, tu vois. Bon, je veux pas rentrer là-dedans. Je te laisse réfléchir quelques jours, Miloche. Moi, j'ai besoin de prendre l'air, le soleil, les embruns, le froid, le chaud, l'incertain. J'en ai assez du tiède, de la sécurité. J'étouffe ici. Je sais pas faire autrement. Comprends-moi, je t'en veux pas à toi. C'est juste que je dois respirer un peu. Laisse-moi simplement quelques jours. Ça fait du bien, tu sais, d'évoluer chacun de son côté. Elle m'embrasse sur le front, sur les joues, sur la bouche, me serre fort et me dit à bientôt. Puis elle part sur son vélo, sans même se servir de son timbre. Le ciel me tombe sur la tête. Ma vie sans Lila. Les jours suivants, je m'égare. Je ne me rase plus, je ne fais plus la vaisselle. Je mange quand j'y pense, je ne nettoie pas le poulailler. Et d'ailleurs les poules sont maintenant dans la salle à manger. Elles montent sur la table, laissent des plumes un peu partout, font leurs besoins là où ça leur plaît. Gérardo, le coq, chante quand il en a besoin, ou envie. Le matin, parfois, il me crie dans les oreilles. Je le trouve alors perché sur la table de nuit comme un réveil à crête. J'essaie de traduire mon malaise dans le roc, mais je ne réussis qu'à casser des bouts de marbre. Je lance des bofs, à tout va, rien ne m'atteint. Je ne peux me formaliser pour aucune des choses qui m'auraient perturbé fortement en temps normal. J'en arrive même à me poser des questions sur le mot normal, moi pour qui la normalité était d'une évidence limpide. Je vais dans le parc à vélo, et j'ai envie de tout bazarder dans le lieu étrange. Les 84 bicyclettes l'une après l'autre, ma maison, moi. Barbu,
hirsute, je piétine mes courgettes qui souffrent de tant de désinvolture et de soif. J'attends que la mort me cueille, mais cela ne marche pas comme ça. Je le savais déjà. Un matin, je me lève de bonne humeur, sans trop savoir pourquoi. Mon esprit, chose étrange, fonctionne à 100 à l'heure. J'ai une idée. Ce qui tombe plutôt bien car aujourd'hui on est le 3e jour de la semaine. Je verrai donc Aimée ce soir. Je note sur un bout de papier la liste du matériel dont j'ai besoin, je la mets dans ma poche, je me poste à la fenêtre. J'observe la rotation de la Terre. Je tourne en silence avec elle toute la journée. Quand elle commence à snober le soleil, je m'échauffe. Lorsque le noir est enfin dense, je grimpe sur mon vélo et je fonce à la rencontre d'Aimée. Je n'ai jamais fait le voyage aussi rapidement. J'ai pris ma bicyclette la plus en forme et je maltraite son pédalier, survolté, tout heureux d'être entier, ressoudé grâce aux bienfaits de la médecine. Les pneus de mon vélo fument, la chaîne chauffe à blanc quand je déboule devant la roue qui file. Je serre chaleureusement la main à un Aimé qui s'inquiète de mon aspect négligé. Je lui explique ma situation, il me plaint, mais je lui assure que ça va aujourd'hui, ça va. Je lui expose mon idée en lui demandant s'il pourrait exceptionnellement ouvrir pour moi demain soir et me procurer d'ici là tout ce dont j'ai besoin. Les coins de sa moustache se relèvent. Il me traite d'original en se disant enchanté de pouvoir me rendre ce service. Il est heureux que je réagisse comme ça, même si mon projet lui paraît tout à fait milochesque, selon ses termes. Je le remercie avec effusion, puis je repars aussi vite que je suis venu, surprenant la bicyclette qui n'a pas eu le temps de prendre du repos. J'arrive à la maison en sueur, et pour la première fois depuis des jours, je me douche, je me rase, je lis un peu, je me couche. Le moral est revenu. Pour l'instant. Le lendemain, je me lève très tôt. Après avoir remis les poules dans l'enclos, nettoyé, récolté les œufs oubliés et rempli un gros panier de légumes d'hiver, j'arrime ma récolte sur mon porte-bagages et, comme la veille, j'attends la nuit. Je réfléchis à ma place dans l'univers. Je me vois comme un pouls de poils de cuisses de bactéries. Et encore, je me trouve prétentieux. J'ouvre mon petit livre rouge pour lire quelques pensées d'Épictète, que je digère en dissertant intérieurement. J'aime l'idée selon laquelle celui qui pourrait me blesser le fait car il croit avoir raison. Quand j'ai suffisamment tourné autour de mon axe, en accord avec mes 7 milliards moins 1 de congénères, j'y pense tout le temps. J'ai peur de devoir un jour partager ma solitude avec 2 familles de Chinois, d'Indiens ou d'autres habitants des pays surpeuplés. Quand j'ai suffisamment tourné autour de mon axe, donc, je prends mon élan et saute sur ma selle. Le vélo, après une ruade que je négocie parfaitement, fend la nuit au galop sur fond de lune, jusqu'au magasin d'Aimée, illuminé de 1000 feux pour moi. Mon papa adoptif a bien sûr tout trouvé. C'est une perle, je vous dis. Je lui offre en échange la totalité de ma récolte d'œufs et de légumes, ainsi qu'un joli petit marbre que je m'étais gardé pour moi. Il me dit que c'est trop, je lui dis que ce n'est pas assez, il refuse, j'insiste, nous nous faisons des politesses à la française quelque temps, puis j'arrime le matériel sur mon porte-bagages. Ainsi chargé, je ressemble à un chercheur d'or en route vers le Klondike. Nous discutons encore un peu, Aimée secoue la tête de droite à gauche en souriant, tandis que je l'imite dans un axe vertical. Attendu qu'elle a ouvert spécialement pour moi un jour inhabituel, je ne veux pas l'accaparer plus longtemps. Je le salue alors, j'enfourche à nouveau ma bicyclette qui hennit et me conduit à la maison. Au travail, Miloche. Je crache dans mes mains, je fais quelques pompes, une vingtaine de tractions, j'inspire un bon coup. Il serait l'heure de dormir, et l'idée m'effleure sans me toucher. Je n'en éprouve pas la moindre envie. L'adrénaline me tient en éveil, l'excitation me pousse à l'action. Je me mets à l'œuvre et plante ma pioche dans la terre-mère. Soufflant comme une locomotive, frappant comme une machine-outil, je poursuis mon travail sans fatigue. Je compense les tonnes de sueur que je perds par les hectolitres d'eau que j'ingurgite. Je progresse, je pioche, je pèle, j'excave sans faillir. Les aboiements exaspérés des chiens des voisins me tiennent compagnie jusqu'aux premières lueurs du matin. Je m'endors là où je suis, atteint de plein fouet par un épuisement que je n'ai pas vu venir. Je suis sale, suant,
bête humaine aux mains écorchées, aux muscles durs. Je m'enveloppe dans une couverture de terre pour goûter un repos bien mérité. Mes rêves sont faits d'une matière étrange, comme à leur habitude. Je me souviens parfaitement du dernier de la nuit, éveillé en plein milieu de l'histoire, au sortir d'un sommeil agité. Je meurs d'envie de vous le raconter. À la faible lueur du jour qui m'arrive de loin à présent, je reprends mes outils, poursuivant avec une énergie farouche mon travail de la nuit. Je n'entends bientôt plus les chiens, mes oreilles perçoivent seulement quelques coups sourds au-dessus, des ruissellements occasionnels, des gratouillements, tout un éventail de bruits. Je suis dans mon cocon, l'exercice me fait du bien, j'ai l'impression de nager dans un ventre. Je m'enfonce progressivement à l'intérieur de mon crâne, voyage dans mon corps. J'ai en définitive l'étrange impression de ne plus être à l'extérieur de rien. Je pénètre enfin au cœur des choses, dans le vif du sujet. Je poursuis ma progression dans une méditation que rien ne peut troubler. J'avance sans plus rien percevoir du monde, à l'abri dans ma bulle de concentration, frappant sans cesse le sourire aux lèvres, la sueur au front. Je suis à moi tout seul une révolution industrielle, une allégorie de la glorification du travail physique, une statue monumentale de marbre qui se meut sans connaître de trêve.